Bonjour. Je devais passer dans le cadre de ce qu'on appelle le Café marxiste de Paris le 10 octobre et puis ça ne se fera pas parce qu'il y a, vous le savez, des restrictions de tous ordres. Je ne commente pas cet aspect des choses, simplement pour ne pas laisser bâillonner ce que je voulais y dire, donc censurer en réalité d'une façon ou d'une autre les contenus marxistes et léninistes que je voulais développer. Je fais cette petite vidéo qui certes ne remplacera pas un exposé d'une heure avec le débat qui aurait suivi, mais qui vous permettra tout au moins de savoir à peu près quelles étaient les grandes orientations que j'aurais voulu y développer au sujet de la question suivante, qui est celle du matérialisme dialectique et de ce que je considère comme étant l'élément, le socle en quelque sorte du matérialisme dialectique, à savoir la dialectique de la nature, pour parler en termes un peu plus compliqué, disons, mais juste tout de même, l'ontologie dialectique et matérialiste. Voilà, c'est de cela que j'aurais voulu traiter. Sujet difficile en apparence, oui. Il faut s'accrocher un petit peu, il faut lire. Quand on est marxiste, on a le devoir de lire les grands textes de Marx, d'Engels, de Lénine et de quelques autres. Mais tout à fait utile, tout à fait indispensable si l'on veut réellement affronter le problème majeur de notre temps. Nous sommes dans une époque contre-révolutionnaire, nous sommes dans une époque où les forces du capital, à la faveur de la destruction du camp socialiste et de la première expérience socialiste de l'histoire, ont repris l'offensive. Et même si les travailleurs se battent, et se battent beaucoup, eh bien, pour l'instant, c'est quand même le capital, l'impérialisme, qui est à l'initiative. Et pourquoi l'est-il fondamentalement? Il l'est essentiellement, je le répète, non pas parce que les gens ont cessé de se battre, ce qui est faux, il faut regarder de près, disons, les tableaux de bord, en quelque sorte, de ceux qui mènent les luttes à l'heure actuelle. La commission lutte du PRCF recense une grande quantité de luttes dans ce pays, par exemple, mais surtout du fait que l'avant-garde, ce qu'on appelait auparavant l'avant-garde, a été détruite. L'avant-garde politique, au niveau mondial, le mouvement communiste international s'est largement affaissé, détruit, parce qu'il s'est privé de l'arme du marxisme-léninisme, parce qu'il a dérivé vers l'eurocommunisme, dont le parti de la gauche européenne est aujourd'hui l'un des pires représentants, parce qu'au niveau national, le Parti communiste français, à la suite de toutes les campagnes qui ont été menées contre lui, eh bien, finalement, c'est en quelque sorte auto-dénaturé et auto-liquidé, et n'est plus un parti communiste de stricte définition. Et puis aussi et surtout, et c'est là que je veux en venir, c'est le plus fondamental pour ce que je souhaitais dire aujourd'hui, parce que les marxistes eux-mêmes, qui ont été conduits à se mettre sur une attitude défensive tant ils étaient attaqués de toutes parts, ont cru bon, bien souvent, eh bien, de démarxiser le marxisme, si j'ose dire, de ne garder de lui que tel ou tel parti qui pouvait passer comme, comment dirais-je, supportable, présentable aux yeux de l'idéologie bourgeoise dominante. Je ne ferai pas le compte de tous les abandons qui ont été menés de ce point de vue-là, et de toutes les manières dont le marxisme a été lui-même, si je puis dire, démarxisé, déléninisé, décommunisé. Mais je pense qu'effectivement l'attaque contre la dialectique, et contre la dialectique de la nature en particulier, a été l'élément central, qui a permis de déstabiliser le marxisme, et en le déstabilisant du dedans, un peu à la manière dont le cheval de Troie a fini par détruire Troie, alors que les assauts furieux d'Achille menés de l'extérieur n'avaient pas réussi à prendre la citadelle, eh bien du même coup on conduit à cette situation que nous voyons aujourd'hui, d'un marxisme, comment dirais-je, quelque peu aseptisé, devenu en quelque sorte, je dirais, compatible avec la social-démocratie ou avec un gauchisme bien pensant, et non plus du tout un marxisme offensif, comme il se doit. En effet, le cœur de la conception marxiste, c'est en effet ce qu'on appelle le matérialisme dialectique. Dès le texte fondateur du matérialisme historique et du marxisme véritable, si vous voulez, qui est l'idéologie allemande, signée par Marx et Engels en 1845, on nous explique que si les hommes ont pu se distinguer des animaux, c'est parce qu'ils ont été capables de, je cite, produire leurs moyens d'existence, ce qui leur a permis de produire indirectement leur vie matérielle elle-même, ce qui leur a permis effectivement donc de construire ce qu'on a appelé par la suite la culture,
les outils, les techniques, les langages, tout ce qui se transmet non plus par l'ADN, par l'hérédité, mais de l'extérieur en quelque sorte, par ce qu'on appelle l'héritage. Et c'est ainsi qu'ils sont entrés dans l'histoire. C'est ainsi qu'ils sont à leur corps défendant, sans le savoir, concernant les premiers hommes, ou les hommes premiers plutôt, disons comme ça, qu'ils se sont développés dans un nouveau registre de l'existence. C'est celui de l'historicité, celui de la culture, celui des luttes politiques, etc., pour ce qui est de notre époque en tout cas. Et cela pourquoi? Eh bien, parce que Marx et Engels le disent dans le texte de l'idéologie allemande, eh bien parce que leur complexion corporelle, leur organisation corporelle elle-même a été modifiée. Marx et Engels croyaient, ou plus exactement savaient, que les êtres humains ne sont pas tombés du ciel, qu'ils ne sont pas une création divine, mais plutôt le résultat de l'évolution de la nature. Et l'on sait que par la suite, Marx essaiera de dédicacer son Capital à Charles Darwin. Qu'est-ce qui s'est passé en effet? Eh bien, les êtres humains ont dû subir des transformations. Alors, humains, ici on est à la frontière avec les pré-hominiens naturellement, mais tout le monde sait que les ancêtres de l'homme se sont redressés, qu'ils se sont mis à marcher sur deux pieds, c'est la bipédie, que leur anatomie a subi toute une série de modifications qui sont liées au redressement vertébral, au fait que nous marchons debout, au fait que du même coup les mains ont été libérées des tâches de locomotion, que le museau en quelque sorte a régressé, devenu une face, n'a plus été amené à mordre ou enfin bon à faire des choses qui étaient encore très fréquentes chez les singes par exemple, que bien sûr la boîte crânienne a pu se développer plus favorablement dans la nouvelle situation anatomique qui était la sienne et ainsi de suite. Et donc les hommes sont devenus capables de produire non pas occasionnellement mais régulièrement des outils, et pas seulement des outils mais des techniques artificielles, des techniques qu'il fallait apprendre, qu'il fallait se transmettre de génération en génération, quelquefois en les oubliant, car il n'y a aucune mécanicité, aucun automatisme à ces progrès, mais qui pouvaient aussi du même coup se perfectionner en passant d'une génération à l'autre, ainsi que les outils correspondants. C'est-à-dire qu'au fond, ils se sont créés un corps extérieur à eux-mêmes, un corps social, un corps économique et social. Et c'est ainsi qu'effectivement, donc, Marx et Engels posent la notion, dans le même texte, du mode de production qui est central dans le marxisme, qui est central dans le matérialisme historique. Les hommes vivent en société, ce n'est pas une découverte, mais pour comprendre cette société, il faut partir de la façon dont les hommes produisent leurs moyens d'existence, je cite, pas en avant, qui est le résultat de leur organisation corporelle elle-même. Ça veut dire que l'histoire elle-même, la culture elle-même est sortie de l'évolution naturelle, est un produit de l'évolution naturelle, et que le matérialisme historique est lui-même fondé sur quelque chose qui lui est en quelque sorte antérieur, du point de vue ontologique, du point de vue du déroulement des faits, si l'on préfère éviter les grands mots, et que donc il faut articuler le matérialisme historique, et donc l'idée du mode de production, d'où vont sortir les termes marxistes centraux de force productive, rapport de production, classe sociale, etc. Et tout ça, il faut l'articuler à la question de l'évolution naturelle. Et c'est pour cela qu'effectivement, Darwin et Marx, avec, je ne dis pas que ça s'articule comme ça, tout simplement, il y aurait une critique à faire de certains aspects du darwinisme, et ainsi de suite, mais bon, ils font partie de cette grande conception du monde qui fait que Engels et Marx écrivent dans l'idéologie allemande cette phrase mémorable: « Nous ne connaissons qu'une science, la science de l'histoire ». Et cela veut dire que, pour eux, l'histoire n'est pas isolée dans la nature, c'est pas quelque chose qui est propre à un être humain considéré comme un empire dans un empire, comme exceptionnel, hein, mais bel et bien, effectivement, comme un moment du développement général de la nature et de l'être. L'histoire humaine est enchâssée, en quelque sorte, dans l'évolution naturelle. Et c'est là qu'effectivement, donc, Engels va travailler de son côté, pendant que Marx va, pour l'essentiel, travailler les questions économiques et écrire le Capital, je simplifie énormément. Engels, lui, va travailler énormément les questions philosophiques, inventer en quelque sorte
le mot de matérialisme dialectique qui figure chez lui, notamment dans la brochure Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande. Et il va surtout, de ce fait, travailler les sciences de la nature. Engels et Marx aussi, bien sûr. Ils n'ont pas cessé de correspondre une seconde. C'était des gens qui s'intéressaient aux mathématiques, qui s'intéressaient à la physique, qui s'intéressaient à la cosmogonie, à la cosmologie, à la biologie, ainsi de suite, qui discutaient avec des scientifiques de leur époque, comme par exemple Schorlemer, l'un des fondateurs de la biochimie. Donc, si vous voulez, il ne faut pas prendre Marx et Engels uniquement pour des anthropologues. Ce serait une grave erreur. Ils ne s'occupent pas que de l'homme, ou plus exactement, ils s'occupent de l'homme, mais dans un ensemble plus vaste, parce que tout simplement, ils sont matérialistes. Et si l'on est matérialiste, autrement dit, si l'on ne pense pas que l'homme a été produit par une espèce d'illumination divine, par un homo fiat, en latin, que l'homme soit divin, comme on dit fiat lux, que la lumière soit, si on ne croit pas cela, si on n'est pas créationniste, si l'on pense au contraire, comme tous les matérialistes conséquents, décents, que, formule bien connue, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, autrement dit que toute chose est une transformation de la matière, un mode d'existence de la matière, de la nature en mouvement, de l'univers matériel en mouvement, eh bien l'homme lui-même prend place là-dedans. La nature nous a précédés, la nature nous suivra quand l'espèce humaine aura fait son temps, que ce soit pour le meilleur, en cédant la place à quelque chose d'autre, ou de meilleur qu'elle peut-être, je ne sais pas, ou que ce soit pour le pire en se suicidant elle-même, c'est-à-dire en restant dans le cadre des rapports d'exploitation barbares du capitalisme. En tout cas, on ne peut pas concevoir le matérialisme historique indépendamment du matérialisme dialectique, et il n'est pas sérieux de parler de matérialisme dialectique si l'on ne parle pas de dialectique de la nature. Alors ici, en quelques mots, je voudrais dire simplement que la dialectique de la nature, au sens, disons, de certains types de réflexion, n'a pas attendu Marx et Engels pour exister, bien sûr. Dès l'Antiquité grecque, et notamment dès Héraclite d'Éphèse, un présocrate pratique du VIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il y avait déjà une véritable réflexion sur la dialectique de la nature. Héraclite, par exemple, nous expliquait que la nature est un feu permanent qui, en quelque sorte, donne naissance aux différents états de la matière. Il parlait de ces différents états sous une forme imagée, car il écrivait en vers. Mais, en tout cas, il disait, ce monde-ci, aucun des dieux ni des hommes ne l'a créé. Mais il est un feu permanent qui s'allume avec mesure et qui s'éteint avec mesure. Autrement dit, si vous voulez, on n'est pas si loin que ça de la belle formule attribuée à Lavoisier que j'ai citée à l'instant, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le feu est l'élément central, il faut voir là l'idée imagée que la matière, effectivement, est sans cesse en mouvement, qu'elle est sans cesse en train de produire des formes nouvelles comme le feu, qui ne se tient pas dans une forme unique et stable, en quelque sorte. Bon, évidemment, ces conceptions-là sont tout à fait intuitives, elles n'ont pas encore de fondement scientifique solide, elles sont imagées, elles sont versifiées, les Grecs de l'époque ne les comprennent pas bien ou font semblant de ne les pas comprendre puisqu'ils parlent d'Héraclite l'obscur. Ces conceptions de la nature vont néanmoins avoir une véritable signification pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, voudront comprendre le monde naturel et même le monde humain sans recourir à la mythologie, sans recourir aux dieux, sans recourir à des explications de type magique ou religieux. C'est-à-dire tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, comme par exemple dans l'Antiquité encore Démocrite, le fondateur de la théorie des atomes, ou Lucrèce, vont penser qu'en effet, la nature se débrouille elle-même pour exister, pour produire ses propres mouvements, et que donc elle a sa loi en elle-même, son développement en elle-même. C'est ça le cœur, au fond, du matérialisme dialectique. Le nom le dit bien, il a bien été choisi par Engels, puisque le monde est matériel, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un pur produit de l'esprit divin, même si l'esprit fait partie, la pensée en tout cas, fait partie de ce monde, mais comme un produit d'ailleurs fort tardif, puisque les êtres humains, même si on les fait remonter très très loin, n'ont que les hominidés si vous voulez, donc quelques millions d'années à leur compteur,
alors qu'évidemment, rien que pour parler de la Terre, on est plutôt sur les 5 milliards d'années d'existence, 4 ou 5 milliards d'années selon la façon dont on va dater l'origine. Alors évidemment, bon, bien sûr, Héraclite, ou ceux qui vont le suivre, même Démocrite, Lucrèce, ou bien plus tard, je fais un survol de l'histoire stupéfiant, mais j'ai peu de temps, quelqu'un comme Diderot, par exemple, à l'époque des Lumières, eh bien, vont développer cette conception, selon laquelle, effectivement, la nature se développe par elle-même. Ils vont chercher la rationalité des choses en elles-mêmes. Et ils vont donc chercher la logique des choses en elles-mêmes. Et c'est ce que dit le mot dialectique. La dialectique, c'est une certaine façon de concevoir la logique en rapport avec le dialogue, c'est-à-dire la dualité, la polarité, et pour finir, la contradiction. C'est déjà le cas, évidemment, chez Héraclite, puisqu'il nous disait que la guerre est l'origine de toute chose. Polémos, pater, panton, mot à mot, le guerre, puisqu'en grec, la guerre est du masculin, est le père de tout. Hein. Le conflit. S'il n'y avait pas de conflit, s'il n'y avait pas de contradiction, il n'y aurait pas de mouvement, et par conséquent, il n'y aurait pas d'évolution, il n'y aurait pas de changement. Au fond, la nature n'existerait pas, puisqu'elle ne produirait rien, et imaginez un monde dans lequel il ne se produit rien, quelle est la différence entre lui et rien du tout. Donc, la nature et le mouvement ne font qu'un, ou plus exactement, sont inséparables. Engels dira qu'il n'est pas plus possible de penser une nature sans mouvement qu'un mouvement sans nature. Alors la grande différence avec le matérialisme dialectique véritable, celui que vont mettre en place Engels et Marx, c'est évidemment le développement scientifique d'une part, c'est le fait qu'à l'époque de Marx et Engels, eh bien, contrairement à celle d'Héraclite, ou plus anciennement encore, de Thalès, de Millet, de gens comme ça, eh bien, il y a une mathématique solide, il y a une physique, une chimie, une cosmogonie en train de naître, une cosmogonie scientifique en train de naître autour de Kant et de Laplace. Il y a bien sûr aussi une chimie, Lavoisier, il y a une biologie qui est en train de se développer impétueusement avec la découverte de la cellule comme étant l'élément fondamental de tout vivant, ou avec la théorie de l'évolution qui est contemporaine, effectivement, de celle du Capital et de Marx. Alors ça, c'est ce que j'appellerais la deuxième étape du matérialisme dialectique, l'étape en quelque sorte scientifique, l'étape dans laquelle, avec l'apport du matérialisme historique, c'est-à-dire l'entrée véritable de la science dans le domaine de l'histoire et de la société, avec la critique marxiste du Capital, donc avec la révolution épistémologique produite en économie par Marx et Engels, surtout par Marx, eh bien, effectivement, nous allons avoir une toute autre envergure du matérialisme dialectique qui ne sera plus seulement intuitif, si j'ose dire. Bon, c'est dévalorisant de dire ça, c'est rapide, mais bon, je vous dis que je suis un petit peu pressé sur une vidéo, vous n'allez pas regarder si je fais 3/4 d'heure de vidéo, donc j'abrège et c'est un peu chaotique, quelquefois un peu sur le langage. Mais voilà, donc première étape, en gros, Héraclite. On n'a pas besoin des dieux pour comprendre le monde, il existe par lui-même et il se meut par ses contradictions internes. Voilà. Deuxième étape, l'étape marxiste véritablement, où là, le matérialisme dialectique prend conscience pleinement de lui-même, s'articule au matérialisme historique, s'articule à l'économie politique rénovée par l'approche matérialiste de Marx, donc à la science économique, s'articule aux sciences de la nature existantes, maths, physique, chimie, biologie, cosmologie, faisant un peu le lien entre tout cela, et sciences humaines émergentes au milieu et à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Alors effectivement, cette conception du monde puissante, eh bien, elle s'est ancrée sur la dialectique de la nature, et c'est un des textes d'Engels que je conseille de lire. C'est pas une invention des soviétiques, ni de Staline, ni à plus forte raison de moi-même. C'est une recherche menée de main de maître par Engels qui s'intéressait à toutes ces sciences et qui voyait émerger dans toutes ces sciences effectivement une approche dialectique des choses. Par exemple, dans le domaine de la cosmologie, on a longtemps cru que le ciel, avec un C majuscule, était immuable, que c'était même la demeure de Dieu en quelque sorte. Et puis petit à petit on a compris que, par exemple, le système solaire s'était lui-même formé
notamment par exemple sous l'influence de la gravitation. C'est l'hypothèse travaillée séparément par Kant et par le français Laplace. Bon. Alors voilà, donc ici, si vous regardez de près, vous verrez que le texte dialectique de la nature d'Engels est déjà très riche, bien sûr. Les gens un peu mesquins iront toujours chercher des choses qui sont complètement datées, qui évidemment à notre époque ne se disent plus du tout comme ça, ou même ne passent plus pour juste. Il y a évidemment beaucoup de progrès qui ont été faits entre-temps. Je ne dis pas que la dialectique de la nature d'Engels doit être calquée, reproduite telle qu'elle pour notre époque. Et je ne le dis tellement pas que je reprends le mot d'Engels, qui est magnifique, qui applique la dialectique de la nature à la dialectique de la nature elle-même, au carré et au matérialisme, puisqu'il dit à chaque découverte scientifique faisant époque, c'est-à-dire ayant une grande importance, le matérialisme doit changer de forme. Donc il prévoit lui-même que le matérialisme, et le matérialisme dialectique, doit lui aussi, sans changer de ligne générale, sans changer de contenu fondamental, eh bien, changer de forme et évidemment intégrer les découvertes scientifiques les plus récentes, pour anticiper aussi sur elles, pour dessiner, en quelque sorte, la route future de la science. Et donc pour être scientifique, pour devenir une philosophie scientifique, non pas au sens que la philosophie serait une science comme la physique, la chimie ou la biologie, au sens précis du mot scientifique, qui vient du latin, scientificus, ça veut dire qui fait de la science, qui produit de la science. Une philosophie scientifique au sens de productrice de science, éclairant la science, éclairant son chemin, lui permettant de se débarrasser des conceptions magiques et religieuses pour s'avancer plutôt sur des conceptions rationnelles, sur des conceptions matérialistes, permettant d'unifier ce fatras apparent, qui est celui des sciences. Quand vous lisez les revues scientifiques contemporaines, vous avez l'impression que ça part dans tous les sens. Et donc il faut bien un regard unificateur là-dessus, sinon on sait des tas de choses, mais on ne sait plus ce qu'on sait, on ne peut pas l'unifier, on n'en saisit pas le sens, et finalement, ça ne donne pas lieu à une conception rationnelle, scientifique, aussi mobile, soit-elle, aussi, modifiable, soit-elle. Il ne s'agit pas de proposer un dogme, quelque chose de fini, de léché, d'achevé, définitif, mais bon, tout au moins, une conception qui fasse, qui soit cohérente, qui soit solide, et qui montre qu'effectivement, le monde est bel et bien, pour le dire comme Engels, matière en mouvement. Si on n'a pas ça, et si on dit, pas d'ontologie matérialiste, les sciences se débrouillent toutes seules, ça c'est la thèse, en gros, du positivisme ou du scientisme, et de notre côté, eh bien, fabriquons notre propre petit marxisme uniquement centré sur l'homme. Eh bien, à ce moment-là, on s'empêche d'avoir une conception du monde, une conception générale du monde et de la nature qui soit orientée dans le sens matérialiste, dans le sens rationaliste, dans le sens critique. Et donc du même coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on laisse la place, on abandonne le terrain, et on l'abandonne aux conceptions irrationalistes, magiques, conceptions fondamentalistes, intégristes, qui reviennent en force de tous les côtés. Je parlais tout à l'heure de Donald Trump. Si vous voulez avoir une vue de ce que sont les ténèbres modernes, vous n'avez qu'à regarder cet individu machiste, qui est raciste, suprémaciste, etc. Bon, voilà, je ne vais pas faire un portrait, mais je crois qu'il coche toutes les cases, en quelque sorte. Et c'est ça, effectivement, les ténèbres communes de notre époque. Alors moi, je suis de ceux qui veulent reconstruire des outils d'avant-garde. Des outils d'avant-garde sur le terrain politique avec un vrai parti communiste, sur le terrain syndical en faisant revivre un syndicalisme de classe et de masse, sur le terrain aussi culturel. Et Gramsci, par exemple, a montré effectivement l'importance de ce terrain culturel et de la remise en place d'une hégémonie culturelle progressiste. Si on ne veut pas laisser le monopole aux réactionnaires, aux exterministes, etc., à tous ces gens-là, à tous ceux qui prônent au fond le désespoir, le déclin, la mort de l'humanité ou son avachissement définitif, eh bien, il nous faut une conception du monde progressiste et on ne peut pas la construire si on a commencé par liquider l'idée même d'une dialectique de la nature porteuse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire une sorte de socle pour une conception rationnelle de la vie, au fond, de la nature, de l'univers, de la vie. Si on veut donner à la science, si vous voulez, notamment toute sa portée sociale, toute sa portée culturelle, et ne pas en faire ce qu'en fait le capitalisme, c'est-à-dire uniquement
le moyen de développer des techniques au service du profit ou au service de l'entretuerie générale. Si on veut que la science soit ce que Diderot voulait qu'elle soit justement au XVIIIe siècle, c'est-à-dire un outil d'émancipation, un outil permettant à l'homme effectivement de se situer dans la nature, de se situer dans l'histoire, de se situer dans la société, pour être au fond, ou plutôt pour devenir le maître collectif de son destin. Alors bien sûr, on me dira, mais le matérialisme dialectique, il a été dévoyé quelque part, puisque à une certaine époque, notamment dans les années 50, en pleine guerre froide, il y a eu des conceptions extrêmement dogmatiques du matérialisme dialectique. Je ne le nie pas dans mon livre Lumière commune, je fais l'analyse de tout ça, et même bien avant. On ne va pas découvrir des choses pareilles, elles existent bel et bien. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu mésusage que l'usage lui-même n'était pas bon. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on mésuse d'un outil que cet outil doit être jeté. C'est tout le problème de ceux qui ont jeté le socialisme sous prétexte de certaines déviations et ainsi de suite, qui ont jeté le communisme lui-même au nom des mêmes fautes de pensée. Je l'ai dit à l'instant, si vous voulez. Bien sûr qu'il ne faut pas partir d'une idée dogmatique de la philosophie marxiste ou du matérialisme dialectique en se disant, voilà, c'est une science, et donc comme c'est une science, tout ce qui est écrit dans Engels, par exemple en note page 35, si vous voulez, doit être appliqué par les scientifiques, sinon on les exclut de l'Académie des sciences. Bien évidemment, c'est pas du tout ça l'esprit du marxisme. J'ai expliqué en quel sens il est scientifique sans que pour autant il se considère comme une sorte de bloc de science définitif, fermé, etc. Ça serait le contraire du matérialisme, bien sûr, que d'en faire une religion, en quelque sorte. Maintenant, attention, en disant cela, je ne suis pas en train de diaboliser, de criminaliser ce qui a pu se passer à l'Union soviétique, parce que sur le plan des sciences, quand même, globalement, et sur le plan du matérialisme, l'Union soviétique a quand même énormément apporté. Et donc il ne faut pas la réduire à ces déviations dogmatiques qui ont pu exister à un certain moment, mais qui, il est vrai, ont fait du mal à l'image, en quelque sorte, du matérialisme dialectique à l'échelle mondiale. On fait du mal, mais n'oublions pas qu'en face, à la même époque, du côté américain par exemple, c'était la chasse aux sorcières, et que encore dans les années 50-60, la théorie de l'évolution de Darwin n'était pas enseignée, ou était peu enseignée aux États-Unis, elle était carrément bannie. Eux, ils savaient aussi fabriquer du dogmatisme. Donc, attention, messieurs les capitalistes, à ne pas toujours criminaliser l'Union soviétique, vous avez fait pire. Bien pire dans ce que l'Union soviétique a fait de pire, et 100 000 fois pire dans ce qu'elle a fait de meilleur. Bon, alors cela étant, je dirais bien sûr qu'aujourd'hui, nous avons encore plus besoin d'une dialectique de la nature. Parce que précisément, à notre époque, d'une part, les sciences se sont copieusement développées, et dans tous les domaines, on pourrait montrer, je le montre dans Lumière commune, donc le livre 3 en particulier, un peu de pub, ça fait jamais de mal, vu que vous ne verrez jamais ça sur un plateau télévisé ou même dans une librairie. Bon, sauf quelques-unes. Eh bien, donc je le montre là-dedans, c'est extraordinaire la manière dont la dialectique de la nature perce, en quelque sorte, dans les domaines les plus inattendus des sciences, notamment en cosmologie, qui est peut-être le domaine le plus saisissant en la matière. Mais voilà, donc il nous faut une dialectique de la nature, je dirais, de nouvelle génération, comme il nous faut un socialisme-communisme de nouvelle génération, comme il nous faut un marxisme de nouvelle génération, et disant cela, je ne fais pas une croix sur les générations précédentes, au contraire, nous en sommes des héritiers, mais évidemment, à chaque jour suffit sa peine, et nous devons aussi tenir compte des découvertes de notre temps. Alors, voilà, cette dialectique de la nature de notre époque, il faut y travailler en tant que philosophe, en tant que scientifique, et au lieu d'attaquer l'idée même, il faut essayer de voir comment on peut la rendre aujourd'hui plus opérative, plus, percutante, et comment de ce fait, aussi, par la même occasion, on peut se donner les moyens de riposter à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la mainmise des conceptions ténébreuses, anti-lumière, des conceptions réactionnaires sur, au fond, la façon dont l'humanité interprète le sens même de son aventure. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'un sens théorique à la défense de la dialectique de la nature. Encore un mot, si vous voulez, bien sûr, la dialectique de la nature, eh bien, elle est encore plus importante
quand on veut aujourd'hui prendre en compte en tant que communiste, en tant que marxiste, la défense de l'environnement et ne pas laisser le terrain aux petits bourgeois et à la réaction qui se prévalent d'un capitalisme vert, aux écologistes bourgeois, type EELV et compagnie, qui se servent d'un masque vert pour faire passer un contenu capitaliste et qui sont des anticommunistes et en plus qui sont bien souvent opposés totalement à la souveraineté nationale, aux acquis nationaux qui veulent passer à l'Europe fédérale, et ainsi de suite. Donc ces gens-là, nous les combattons, nous militants du PRCF par exemple, sur le terrain politique, il n'y a aucun compromis possible avec eux. Je parle des dirigeants naturellement, je ne parle pas des militants sincères, des écolos de base avec qui il faut travailler. Mais en tout cas, justement, la dialectique de la nature, c'est ce qui nous permettrait le plus, en tant que marxistes, de travailler sur les questions écologiques à partir de nos propres concepts, des concepts marxistes, en les articulant à la question de la production, du mode de production, et qui nous permettrait aussi de comprendre que dans une société communiste, effectivement, de plein exercice, eh bien, d'un certain côté, on aurait affaire à un triomphe extraordinaire de la culture, éliminant tout ce qu'il y a de sauvage encore dans la culture actuelle, tout ce qui est barbare, et tout ce qui vient au fond de la lutte de l'homme contre l'homme, autrement dit des sociétés de classe, de la concurrence capitaliste, de l'impérialisme et tout cela. Ça, c'est une révolution de la culture à l'intérieur même de la société humaine. Et puis, ça serait aussi une révolution des rapports entre l'homme et la nature. Mais pour cela, c'est pas le retour à la lampe à huile qu'il nous faut, c'est pas la destruction du produire en France que, évidemment, nous, au PRCF, nous avons défendu même en pionnier, puisque dans les années 2000, je crois bien que nous étions les seuls à sortir des affiches et des tracts ou des autocollants sur le thème produire en France. Donc nous n'opposons pas du tout les choses aussi. Mais nous disons que la production communiste de l'avenir devra effectivement centralement s'occuper du rapport entre l'homme et l'environnement travaillé par l'homme. Il ne s'agit pas évidemment de la nature vierge et première. La nature a été transformée largement par l'homme depuis, mais en même temps, bien sûr, l'homme pour autant n'est jamais sorti de ce primat de la nature sur lui, puisque la matière, c'est pas l'homme qui l'a inventée, la nature, c'est pas l'homme qui l'a inventée. Quelle que soit la façon dont il la travaille, elle reste toujours, elle est là, elle prime. Nous pouvons la travailler, mais à condition de connaître ses lois, à condition de connaître ses modes de développement, et donc de nous situer nous-mêmes par rapport à elle. Alors je résume, si vous voulez, au fond. Il y a eu toujours une confrontation entre les conceptions progressistes, rationalistes de la société et de la nature, d'un côté. Ça a été ouvert par Thalès de Milet dans l'Antiquité. Thalès, l'homme auquel on attribue le fameux théorème, si vous voulez. À tort ou à raison, c'est une autre question. Et d'autre part, les conceptions magiques, magico-religieuses, réactionnaires souvent attachées aux classes dominantes, qui avaient intérêt à faire croire qu'il y avait une sorte d'esprit qui dominait la nature, à faire peur avec l'enfer, avec toutes ces choses-là, à tenir les masses en main, et à se présenter elle-même comme étant nommée par Dieu, sacrée par Dieu, et ainsi de suite. Bon. Cette lutte, elle s'est prolongée depuis la plus haute antiquité grecque jusqu'à nos jours, pour ne pas remonter plus haut aux Égyptiens par exemple. Mais, si vous voulez, dans la dernière période, elle avait marqué des points, elle s'était imposée avec les Lumières au XVIIIe siècle, la Révolution française, puis la Révolution russe, et puis nous avons eu, pour différentes raisons que je n'analyse pas ici, cette contre-révolution qui a inversé en quelque sorte le cours de l'histoire pour une période plus ou moins donnée, ce que j'espère être une parenthèse de l'histoire. Et effectivement, si nous voulons reconstituer une conception du monde progressiste, donc une hégémonie culturelle progressiste, il nous faut non plus reculer, non plus abandonner, non plus larguer, chemin faisant, le marxisme-léninisme en politique, le matérialisme dialectique en philosophie, la dialectique de la nature quand nous sommes encore attachés au matérialisme dialectique. Il ne faut pas non plus les défendre d'une manière dogmatique et faire comme s'il n'y avait pas de nouvelles découvertes, mais il faut tout simplement les défendre dans les conditions de notre époque. Défendre le fil rouge de la dialectique de la nature et du matérialisme historique et dialectique, défendre le fil rouge du matérialisme, du marxisme-léninisme, et donc faire comme le disait Engels, à chaque découverte faisant époque, changeons les formes.
changeons les formes, mais ne rompons pas avec les contenus progressistes, avec le fil rouge progressiste, avec la visée elle-même. Et donc, effectivement, c'est un peu le propos que je voulais défendre et que je défends dans mon livre, Les Lumières communes, qui vise effectivement à reprendre l'offensive, tout simplement. À reprendre l'offensive pour que dans le marxisme, on soit marxiste sans complexe, et jusqu'au bout, pour que dans le communisme, eh bien, on ne soit pas constamment sur la défensive, complexé, sur le reculoir, et ainsi de suite, et pour que, au fond, s'étant doté de ces nouveaux outils dans tous les domaines, notre classe, elle en a grand besoin pour l'avenir même de la nation française, pour l'avenir même de l'humanité, notre classe ne soit plus réduite à prendre des coups ou à riposter au coup par coup, mais ayant une vue globale du sens de son combat, qu'elle puisse effectivement reprendre l'offensive, redevenir, au bon sens du mot, au sens que lui donnait Gramsci, redevenir une classe hégémonique, et une classe annonçant en quelque sorte l'avenir. C'est indispensable, sinon, eh bien, le socialisme de nouvelle génération ne pourra pas gagner, le capitalisme aura le dernier mot, et si le capitalisme a le dernier mot, je dirais aussi qu'il aura le mot dernier, parce que c'est un danger, il est devenu un danger majeur pour la survie même de l'humanité. Voilà, bon, bonne réflexion, bonne lecture. Évidemment, s'il y a quelque chose qui vous interpelle dans ce que j'ai dit, eh bien, d'abord lisez un petit peu ce que j'ai écrit, puisque ici je ne fais que résumer grossièrement ce que j'ai pu écrire. Et deuxièmement, eh bien, contactez-moi par l'intermédiaire des militants du PRCF ou du site du PRCF, et j'essaierai, si vos questions sont posées de bonne foi et en toute bienveillance, comme il se doit entre militants progressistes, j'essaierai de vous répondre. Merci de votre attention, j'ai fait beaucoup plus long que je ne voulais. Mais bon, on ne se change pas, c'est un défaut que j'ai. Il faut faire avec. Ce sont les contradictions. Bonne journée.